Est-ce que tout le monde nous entend bien? J'imagine que oui. On va donc passer, je vais partager notre écran et puis on va passer sur la présentation. Voilà. Je me présente rapidement. Donc moi, je suis Pablo Barral et je suis professeur en enseignement professionnel. Et je suis accompagné de Madame Oubre, qui enseigne le français et l'histoire géo. Ouais, alors, ça va être un peu... Donc le bac professionnel RPIP, donc réalisation de produits imprimés et plurimédia, a lieu ici au pôle des arts de la Jolivrerie, donc sur l'île de Nantes. Les objectifs de ce bac, de cette formation, c'est évidemment de découvrir, mais aussi de maîtriser à la fin des 3 années les étapes de la chaîne graphique, dans le but de pouvoir concevoir et réaliser des produits de communication, aussi bien dans le domaine de l'impression ou du print, comme on dit souvent, ou bien dans le domaine du plurimédia, donc qui concerne avant tout des supports de communication pour les écrans, à savoir site internet, applications mobiles, lettres d'information, etc. Les logiciels utilisés dans le cadre de la formation sont les logiciels professionnels Adobe, donc les logiciels de PAO, de publication assistée par ordinateur. On a donc Photoshop qui va concerner tout ce qui est la retouche d'image et le montage photo. On a Illustrator qui permet de faire du dessin vectoriel et notamment de la création de logos. L'intérêt du dessin vectoriel, eh bien, c'est que peu importe la taille à laquelle on va imprimer notre logo, eh bien, la qualité sera toujours optimale, qu'on soit sur une carte de visite ou sur une affiche ou une bâche devant une devanture. C'est l'intérêt de ce logiciel. Et puis pour finir, InDesign, qui permet de faire de la mise en page, et on verra au sein des projets qu'on va vous présenter là par la suite, qu'on peut passer de l'un à l'autre sans aucun problème, et qu'on peut combiner des travaux réalisés sur l'un et l'autre. On a choisi une sélection de projets à vous montrer. Donc on va procéder par classe et par niveau. Donc on commence par la classe de seconde. Pour la classe de seconde, on est avant tout dans la découverte et les premiers travaux qui sont proposés sont des travaux de reproduction pour pouvoir maîtriser les outils des 3 logiciels qu'on vient de voir. Ici, donc, de la reproduction de logos, hein, où on voit tout l'intérêt de certains outils dans Illustrator qui permettent de générer des tracés, des courbes, de pouvoir gérer les couleurs aussi. Donc ça, c'est les travaux que vont être amenés à faire les élèves. On a également des mises en page de magazines ou de journaux où on voit les fondamentaux hein, de la mise en page avec des éléments qu'on va retrouver dans beaucoup de mise en page type journaux et magazines, hein, à savoir par exemple les tableaux que vous avez en bas à droite sur le deuxième projet. On peut très bien avoir ce genre d'éléments dans un programme pour un festival où on va présenter évidemment les horaires des concerts, les artistes, etc. Donc ça, c'est des éléments que les élèves abordent dès la seconde. Également la mise en page avec du texte qui vient entourer l'image, alors que ce soit la petite vignette ronde que vous voyez sur le projet de gauche ou la petite vignette format paysage que vous avez sur le deuxième projet. On voit bien que le texte vient épouser ou s'enrouler autour de l'image. Donc ça, c'est des choses, procédés de mise en page qu'on voit dès la seconde. La gestion des ombres et des dégradés, ici encore dans Illustrator. Donc là, c'est de la reproduction de personnages de jeux vidéo. Et puis, pour leur donner un côté
plus réalistes, ou en tout cas leur donner plus de profondeur. C'est surtout ça que je veux vous dire, c'est qu'on y appose des dégradés pour générer des ombres et puis des lumières qui permettent de créer du relief à ces personnages. Donc ça, c'est aussi des choses qu'on voit dès la seconde. On fera aussi, et on va le faire tout au long des 3 ans, on fera la passerelle entre différents supports de communication et on verra comment on peut les décliner. Ici, le projet que vous avez sous les yeux, eh bien, c'était un flyer pour le magasin de Michno à Nantes, magasin de musique. Donc, c'est un projet fictif hein, que j'ai inventé dans le cadre du cours. Et l'idée, c'était de proposer dans un premier temps le flyer pour cette promotion là, sur les instruments de musique, et par la suite de pouvoir la décliner sous la forme d'une bannière à destination des réseaux sociaux, donc ici Facebook. Et c'était bien de pouvoir aborder justement la déclinaison d'un support à un autre, que ce soit un support imprimé ou que ce soit un support destiné aux écrans. On voit bien ici sur ce projet-là qu'on est passé sur les 3 logiciels, puisqu'il fallait retravailler le logo. Il avait été fourni en basse définition, donc il fallait le travailler sur Illustrator. Ensuite, il y a eu un travail de montage photo et d'effets au niveau du jeune homme et de sa guitare, là, le côté déconstruction qui a été fait par les élèves, et puis InDesign pour réaliser la mise en page et positionner les éléments texte et images au sein des formats demandés. Ici, toujours un travail de mise en page, alors uniquement réalisé sur InDesign. Ici, il était demandé aux élèves de réaliser une petite annonce qui pourrait paraître dans un magazine télé sur le film Charlie et la chocolaterie, avec un cahier des charges au niveau des textes. Évidemment, il fallait donner la date de diffusion, l'heure, sur quelle chaîne ça allait passer, un petit résumé du film. Et donc là, les élèves ont pu chacun laisser libre cours à leur imagination pour positionner l'image par rapport au texte et créer une petite annonce qui donne envie de regarder le film. Et puis, on a une partie qu'on aborde dans certains cours et plutôt à partir du milieu d'année de seconde, une partie, on va dire, un peu d'expérimentation, puisqu'au bout de 6 mois, les élèves commencent à bien connaître certains outils des 3 logiciels qu'on a présentés juste avant. Et donc, ils peuvent être amenés à réaliser des travaux avec une part de liberté un peu plus grande que d'autres travaux où on va avoir un cahier des charges et un brief assez précis. Donc ici, il s'agissait des 100 ans de la Joliverie. L'événement a eu lieu l'année dernière et on avait demandé aux élèves de créer des affiches en utilisant les outils qu'ils connaissaient ou alors en explorant d'autres moyens, d'autres outils, d'autres méthodes pour travailler les formes, les couleurs, le texte. Donc voilà 2 propositions. On arrive donc aux réalisations de la classe de première, où évidemment on passe un cap avec des travaux un peu plus exigeants. Ici, un dépliant A4 à 2 volets, donc une feuille A4, un pliant en 2, donc ce qui nous fait un dépliant avec 4 pages. Ici, pour un escape game à Nantes, seul le logo était fourni, et puis les couleurs utilisées et la police. Et à partir de ça, les élèves avaient récupéré les infotextes qui devaient paraître sur ce dépliant et ont créé leur mise en page. Donc là, c'est une sélection. Donc ils devaient évidemment respecter l'univers graphique qui avait été communiqué par le client. Et là encore, ils sont passés sur les 3 logiciels. Illustrator pour modifier un petit peu le logo, il y avait un travail de modification. Photoshop pour créer les visuels, toutes les ondulations que vous voyez derrière. Et puis InDesign pour la mise en page. On a aussi l'occasion, évidemment, dans la plupart des projets, de créer ce qu'on appelle des mock-ups, qui sont en réalité des mises en situation. Donc ici, un projet d'affiche pour des glaces, pour des sorbets. On a travaillé de la 3D, de la fausse 3D, on va dire, de la 3D isométrique,
si je dois rentrer dans la technique, mais ce qui est le plus important, c'est le visuel que vous avez sur la droite, où on voit l'abribus, les fameuses affiches au format sucette, comme on dit, où on voit bien que l'affiche a été incrustée dans la photo. Donc c'est ce qu'on appelle un mock-up. Ça permet au client de bien se représenter le projet qu'il avait en tête, et ça permet de valider certains points de la création. Donc là, voilà, on peut avoir une idée de ce que donne cette affiche sur un abribus. On commence à aborder en classe de première les principes de création de pages web et de sites internet avec les langages de programmation HTML et CSS. Alors, c'est de l'initiation, hein. Ils n'apprennent pas à coder un site intégralement, évidemment, ce n'est pas l'objet de la formation, mais ils sont capables, que ce soit lors des épreuves ou ensuite en entreprise, de pouvoir modifier le contenu d'un site, ajouter une image, modifier la couleur d'un texte ou la taille d'un texte. C'est tout à fait des choses qui seront amenés à faire et qu'on voit, nous, en cours. Donc ici, on a créé la maquette d'un site internet et il fallait que cette maquette soit en responsive design. Donc c'est le fait qu'un site s'affiche sur tous les terminaux sur lesquels il va être consulté, donc à savoir téléphone et tablette. Donc c'est le petit visuel que vous avez à droite. Et ce site a été créé dans le cadre de la journée Éco-Verte. C'est une journée de sensibilisation qui est organisée au lycée l'année dernière, où il y a déjà 2 ans, l'année dernière, sur le ramassage des déchets en ville et les conséquences que ça peut avoir, que la pollution peut avoir sur certaines espèces à travers le monde, des espèces qui sont menacées. Donc, il y a eu ce site internet, donc un projet à destination des écrans, mais on a eu également à réaliser les affiches des différentes espèces menacées au format A3 dans le cadre d'une exposition. Et les élèves ont pu donc découvrir une nouvelle technique qu'ils ne connaissaient pas, qui s'appelle le low poly, qui consiste à représenter un sujet, un animal, un personnage, un paysage, peu importe, sous la forme de petits polygones, de facettes comme ça. Et c'est l'aspect que vous pouvez voir à l'écran du koala. Donc c'était la demande. Et il fallait évidemment récupérer de l'information, la mettre en forme, et puis indiquer sur une carte où est-ce que cette espèce se trouvait et pourquoi elle était menacée. Donc on voit bien le rapport qu'on fait entre justement un projet à destination, enfin un projet qui va être imprimé, là comme cette affiche A3 que vous avez sous les yeux, et puis un site internet où on va reprendre des informations, notamment les personnages, enfin les animaux, pardon, et puis le texte. Donc on voit bien comment on passe de l'un à l'autre, comment on peut décliner certains visuels en fonction du support. Ici, c'est le même projet. J'ai souhaité mettre un détail, on a souhaité mettre un détail de la réalisation. Donc, on voit bien que l'élève a choisi ici le léopard des neiges. Le choix était libre, évidemment. Il fallait juste que ce soit une espèce en voie de disparition. Et puis, elle a procédé sur Illustrator au tracé des différentes zones, différents polygones qui ont ensuite été remplis en couleur, en aplat de couleur, pour créer le léopard que vous avez sur la fiche de droite. Les élèves ont été amenés également, ça c'est un projet de l'année dernière, à réaliser une jaquette de jeux vidéo. Donc là, c'était pour la console PlayStation 4. Ils devaient créer soit un nouvel opus d'une licence existante de jeux vidéo, soit créer un nouveau jeu vidéo issu d'une série. C'était l'objectif du sujet. Et ils devaient évidemment procéder à la cotation du dépliant. Il leur avait été fourni uniquement une jaquette de jeux vidéo existante et ils n'avaient pas les informations, ils n'avaient pas les mesures. Donc c'était à eux de prendre les cotes du fichier et ensuite de les reporter sur leur fichier. Et une fois la création terminée et imprimée, eh bien, ils avaient le résultat en direct, puisque si ça ne rentrait pas dans le petit boîtier, c'est qu'il y avait eu une erreur. Donc ça s'est plutôt bien passé, mais c'est un travail intéressant et c'est un travail qui est demandé lors des épreuves. C'est les principes de cotation. Donc là, ils ont travaillé sur les 3 logiciels, Photoshop, Illustrator, InDesign.
la création était libre, encore une fois, comme je vous l'ai dit. Ils ont récupéré des images sur Internet, ils ont fait un peu leur mix, leur montage photo, et puis ça donne le projet que vous avez à l'écran. On arrive en classe de terminale avec un projet d'imposition. Donc l'imposition, c'est le fait de positionner plusieurs pages d'un projet sur une même feuille d'impression. Alors avec beaucoup de contraintes et beaucoup de rigueur, c'est des travaux qui sont assez complexes et ils sont importants, ces travaux-là, puisqu'évidemment, il y a une épreuve au bac d'imposition. Donc on commence à aborder l'imposition en classe de première. Et puis en terminale, on met le paquet parce qu'évidemment, il y a cette épreuve. Ce sont des notions importantes. Ici, un autre projet qu'on essaie de réaliser tous les ans, c'est le projet du livre de la classe. Donc, c'est un projet d'édition de livres. C'est intéressant, ce genre de projet, puisqu'on passe de l'écran à un support physique, un support papier. Ici, c'était le projet de livre de la classe, s'articulait sur la thématique du street art. Les élèves avaient travaillé sur cette thématique en classe et on leur a demandé de proposer des visuels réalisés sur ordinateur en seulement 2 couleurs afin de réaliser ensuite des gravures sur plaques lino. Ça a été ensuite imprimé au musée de l'imprimerie et puis il y a un très beau livre qui en est sorti, donc un support physique palpable, format papier. Donc c'était intéressant de voir comment on passe de l'ordinateur à un produit imprimé de grande qualité. Les jeux de cartes, c'est un exercice qui est très intéressant parce qu'il demande encore une fois beaucoup de rigueur et on voit un certain nombre de principes de réalisation qui permettent de gagner du temps, qui permettent aux élèves de ne pas reproduire chacun des éléments des familles des jeux de cartes, le cœur, le pique, etc. Donc ça, on fait ça sur Illustrator. Et puis, ils avaient la possibilité de créer eux-mêmes les différents personnages, rois, dames et valets. Alors, soit très stylisés, soit symbolisés par des attributs. Enfin, voilà, chacun y a mis sa patte. Ici aussi, l'interprétation du jeu de cartes était libre. Il fallait juste garder la contrainte, évidemment, des 4 familles et puis des noms des cartes. Donc, 2 versions, une version noire qui vous est présentée, puis une version sur fond blanc des 2 élèves. On a aussi l'occasion de réaliser au cours des 3 années des projets qui sont des demandes de clients réels. Voilà, cette fois-ci, je dis réel parce qu'on vous a présenté quelques projets fictifs. Ici, c'est un salon de coiffure, c'est un coiffeur qui avait un salon à Nantes et puis avec le Covid, son activité a cessé. Il a souhaité relancer un nouveau projet, à savoir un salon de coiffure à domicile. Il coiffe aussi bien chez les gens, mais aussi chez lui. Il a créé une salle, il a recréé un salon de coiffure chez lui. Et donc, il est venu contacter les élèves de la Joliverie, la filière section RPIP, pour leur demander de réaliser le logo de sa future activité, donc qui s'appelle Comme à la maison, les cartes de visite et puis les flyers qu'il va mettre dans les boîtes aux lettres de son quartier. Donc ici, c'est une sélection de projets, de propositions, de logos et de cartes de visite, de flyers. Donc c'est un projet qui va bientôt voir le jour là, puisque les cartes de visite et les flyers sont partis en impression. Le logo a été sélectionné et il y aura aussi un site internet à réaliser pour communiquer sur cette nouvelle activité. Donc là, on est vraiment sur du projet concret. Il y a eu des échanges avec le client, il y a eu un brief client, on a fait ça en visio évidemment avec le contexte, mais pour certains, c'était intéressant parce qu'ils n'avaient jamais pu assister à des briefs clients, même pendant leur période de stage. Donc, c'était un exercice très enrichissant pour eux. Et puis, pour terminer sur la présentation des projets, ici, une newsletter, donc une lettre d'information, vous savez, qu'on reçoit par mail, par milliers parfois. Mais là, l'objet de l'exercice, c'était surtout de mettre en page une lettre d'information pour une association qui dispose des ruches sur les toits en ville. Et donc, il y avait un certain nombre de contraintes, un certain nombre d'informations à faire apparaître. Et puis, on le voit bien, là, le pot de miel, c'était le même à la base. Il fallait lui donner 2 teintes différentes pour communiquer sur 2 produits issus de ces ruches, de la récolte du miel. Donc, il y avait un travail sur Photoshop à faire aussi de retouche photo pour changer la teinte des pots de miel.
Donc, on a un aperçu de ce que donne cette lettre d'information sur ordinateur pour, encore une fois, montrer au client un aperçu général relativement global. Voilà pour la présentation des projets. Je laisse Madame Oubre continuer sur le détail de la formation. Bien, donc on vous a mis une petite illustration de la répartition des enseignements. Bien sûr, nous sommes sur un bac professionnel, mais il y a aussi et toujours de l'enseignement général. Évidemment, il y en a beaucoup moins qu'au collège ou qu'en seconde générale, mais il y en a toujours, donc quelques matières principales. Il y a des matières aussi qui n'existent plus. Il n'y a qu'une seule langue, par exemple, qui est l'anglais. Nous avons donc de l'histoire, un petit peu d'économie-gestion, qui est une nouvelle matière pour les élèves qui sortent du collège. Toujours un petit peu de français, toujours de la physique et des mathématiques, bien sûr. De l'EPS, forcément. Une nouvelle matière de nouveau qui s'appelle la prévention santé-environnement, qui est en lien, évidemment, avec l'activité que les élèves peuvent rencontrer dans le milieu professionnel. Nous avons de l'accompagnement personnalisé, bien sûr. Et puis, un gros bloc d'enseignement professionnel et artistique qui représente environ 15 heures. Donc, ce sont des heures un petit peu indicatives qui peuvent varier sur les 3 années, bien sûr. Ce n'est qu'une forme de moyenne, finalement. Mais voilà, tout le panel de l'enseignement auquel vos enfants peuvent prétendre, évidemment. Voilà, donc nous avons mis aussi quelques emplois du temps qui ne sont aussi évidemment qu'indicatifs parce qu'ils varient évidemment tous les ans. Mais voilà, vous avez une petite idée. Donc en seconde, il y a beaucoup d'heures de cours. On est sur à peu près 29 heures, 29h50 hebdomadaires. Donc il y a des gros blocs, comme vous pouvez le voir en enseignement professionnel. Ils passent souvent 3 ou 4 heures d'un coup. Et puis l'enseignement général est aussi présent, vous le voyez, alors, le matin ou l'après-midi, peu importe. Mais en tout cas, vous avez tout ici. Donc même chose en classe de première, donc toujours à peu près le même nombre d'heures. Les emplois du temps varient évidemment, ça n'est qu'un exemple. Et puis en terminale, donc on a un petit peu plus d'heures, normal, puisque nous sommes en terminale. On prépare les élèves au bac, mais aussi à l'orientation post-bac. Donc il y a toujours un petit peu plus d'heures de cours. Bien évidemment, nous sommes dans une filière professionnelle, donc il y a des stages à réaliser, et il y en a beaucoup sur les 3 années. Donc il y a 2 fois 3 semaines en seconde, 2 fois 4 semaines en première, et 2 fois 4 semaines en terminale aussi. Donc bien sûr, en seconde, nous accompagnons beaucoup les élèves pour qu'ils trouvent ces stages. Et puis évidemment, avec le temps, il y a une certaine autonomie qui se met en place, une certaine facilité aussi, un petit réseau, mine de rien. Et donc, les élèves trouvent généralement toujours de stages. Bon, avec le Covid, c'est un petit peu plus compliqué évidemment, mais globalement, ça fait partie de la formation. C'est obligatoire évidemment pour valider le baccalauréat. Donc il faut que les élèves soient en stage aussi, qu'ils aient une autre vision du métier, de la profession, de la technique qu'ils doivent mettre en œuvre. L'intérêt, c'est évidemment de faire le lien entre ce qu'on voit en cours avec eux et puis le milieu professionnel avec beaucoup de pratique. Voilà, donc nous restons à votre disposition si vous avez des questions à nous poser, que ce soit oralement ou que ce soit par le biais du chat. Nous sommes disponibles pour vous répondre tout de suite maintenant. Donc n'hésitez pas. Oui, on vous entend. Très bien. Oui, donc vous pouvez soit poser vos questions en activant vos micros, ou sinon sur le chat, on relira votre question et puis on y répondra à l'oral, comme ça tout le monde pourra bénéficier de la réponse. Ce qu'on peut ajouter en attendant les questions, c'est que Alors, une question. Alors, Catherine, allez-y. Bonjour. Bonjour. J'avais des questions moi, sur l'orientation post-bac. Vers quoi les élèves vont-ils après cette formation? Alors, plusieurs possibilités s'offrent à eux. Ils peuvent, si leur dossier scolaire est tout à fait honorable, à la fois en enseignement général et en enseignement professionnel, bien sûr, parce que c'est un tout et on gardera évidemment tout. Ils peuvent tout à fait aller sur Parcoursup et prétendre à ce que l'on appelle un DNMAD, donc un diplôme national des métiers d'art et du design.
avec des formations très différentes. Ça peut être du design d'édition, par exemple, du design graphique. Là, il y a plein de petites formations qu'il faudra évidemment regarder de près en fonction de leur centre d'intérêt. Ils peuvent aussi prétendre au BTS ERPC, études de réalisation d'un projet de communication. C'est le BTS le plus logique finalement après un bac pro RPIP, qui peut se faire par alternance et en voie scolaire. Alors, il n'y en a pas sur Nantes. Ce BTS-là n'existe pas en voie scolaire sur Nantes, mais il existe par exemple à Rennes ou à Mayenne. En alternance, ça existe juste à côté de chez nous, à Graphipolis, par exemple. Ils peuvent aussi prétendre à des écoles privées qui gravitent beaucoup autour de Nantes, sur Nantes. Alors, ça peut être des écoles comme l'AGR pour la communication visuelle, par exemple, si c'est la communication visuelle qui va les intéresser. IRSUP, s'ils veulent faire de l'animation 2D ou 3D, ou du motion design, par exemple aussi. Bref, il y a un certain nombre d'écoles privées qui sont là, qui sont bien présentes, en fonction évidemment de la spécialité qui intéressera votre enfant à ce moment-là. Sachant que tout ça, ça n'est pas le cœur de la formation sur les 3 années, mais c'est ce à quoi souvent ils aspirent en sortant de chez nous. Ai-je répondu à votre question? Oui. Oui, c'était parce que dans mon esprit, les bacs pro AMA peuvent avoir des débouchés un peu similaires en fait. Donc c'était aussi le fond de ma question. Oui, alors ce sont complètement les mêmes débouchés aujourd'hui. Ils vont exactement aux mêmes endroits. Ils peuvent prétendre à peu près à la même chose, sauf le BTS ERPC est un peu plus pour les bacs pro RPIP, encore que nous avons un élève de Terminal AMA là, qui va faire ce bac par alternance à Graphipolis à côté l'année prochaine. Mais globalement, oui, ils sont sur les mêmes filières en post-bac. Oui. D'accord. Donc du coup, qu'est-ce qui va déterminer plus l'un ou l'autre des bacs? Si les portes de sortie sont un peu les mêmes en termes de formation dans le supérieur. Alors, c'est ce qui fait la différence majeure, excusez-moi, c'est essentiellement l'enseignement artistique et la pratique du dessin. Ils dessinent beaucoup, que ce soit du dessin traditionnel ou via la PAO en AMA, ce qui n'est pas le cas en RPIP, puisqu'ils ont une seule heure d'enseignement artistique, donc c'est pas là qu'ils vont dessiner véritablement. Ils ont des bases, ils vont pouvoir faire des refs, des croquis, des schémas, mais globalement, ils ne dessinent pas du tout autant qu'en TAMA, ou qu'en AMA tout court, en première ou en seconde, où là, c'est une grosse partie de l'enseignement professionnel quand même. Oui. D'accord. Et en termes de débouchés, du coup, sur ces formations, est-ce que l'un ou l'autre des bacs est plus approprié sur ces formations du supérieur? Ça dépendra de la sensibilité de votre enfant, de ce qu'il souhaite faire. En RPIP, on va vraiment être, comme le disait Madame Aubre, on a très peu de dessins. En réalité, il y a beaucoup d'élèves des fois qui viennent nous voir aux journées portes ouvertes en disant mais moi j'adore dessiner, je dessine tous les jours. On les a l'air bien là-dessus. Nous, c'est plutôt assis derrière l'ordinateur. Moi, je donne parfois des cours qui peuvent durer 7 heures. Donc, j'ai 2 TP dans la journée et ça représente 7 heures de cours. On est derrière l'ordinateur. Donc, pour certains élèves, ça peut être un peu compliqué. Pour d'autres, ça convient tout à fait. Ce qui est intéressant sur ces longues plages horaires de travail en PAO, c'est qu'ils arrivent le matin, ils découvrent un projet, les consignes, le brief, et puis le soir, en rentrant chez eux, avant de rentrer chez eux, on a eu le temps de faire une sortie papier, ils ont la fiche dans les mains, etc. Donc il y a quelque chose de très gratifiant là-dessus. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas de dessin traditionnel dans cette filière-là. Donc si vous avez un enfant qui aime beaucoup dessiner, nous, on l'orienterait plutôt vers un bac pro AMA, CVPM, donc communication visuelle. Oui, je vous remercie. De rien. Avez-vous d'autres questions? Si vous n'avez pas d'autres questions ou en attendant d'autres questions, on peut préciser certaines choses. Évidemment, ce bac pro, on attend, enfin, il est demandé aux élèves qui vont intégrer cette formation
d'avoir de la curiosité, d'être évidemment créatif, puisque parfois on a des demandes ou des sujets dans lesquels on a peu d'informations ou peu de visuels, et à partir de ça, on doit imaginer un projet de communication qui va être imprimé, donc ou qui va être diffusé sur les réseaux sociaux, mais il arrive souvent qu'on travaille avec peu d'éléments, et donc là, les élèves doivent faire appel à leur créativité pour proposer des supports de communication qui correspondent à ce que le client a en tête, ou en tout cas au peu d'éléments qu'il a fournis, donc des déclinaisons, trouver des variations. Il faut de la rigueur, évidemment, puisque c'est des projets qui sont... on va travailler sur des projets qui majoritairement vont être imprimés. Donc on peut bien imaginer qu'un produit qui va être imprimé à 1000 exemplaires, s'il y a une erreur d'orthographe, une faute d'orthographe ou une erreur de couleur, eh ben, voilà, il y a tout de suite un impact au niveau de la production, des coûts également. Donc ça, c'est des choses auxquelles il faut qu'il soit sensible. Donc beaucoup de rigueur, de la concentration et puis de la curiosité, hein, comme j'ai dit au départ. Donc ça, c'est vraiment important. Une autre question? Non. Opérationnel. Ah, on vous écoute. C'est à moi que vous parlez. Ah, pardon. Je sais, oui, c'était à quoi vous êtes attentif? Vous venez un peu d'y répondre, mais pour le dossier de demande, en fait, qu'est-ce qui retient votre attention dans les dossiers d'élèves pour retenir les élèves? Un petit peu tout, en fait. On va regarder aussi bien les notes que les appréciations. C'est un tout, évidemment, pour nous. Ce qu'on veut, c'est des élèves qui soient motivés, qui ne viennent pas chez nous par hasard et qui aient envie, même si peut-être au collège, parfois, ça a été un peu compliqué, mais qu'ils aient envie de rebondir, qu'ils ont envie de prendre plaisir à quelque chose de nouveau, qu'ils ne connaissent pas ou qu'ils bidouillent parfois un petit peu à la maison, mais qu'ils vont là travailler plus assidûment. Donc c'est un petit peu ça l'idée des profils qu'on recherche, des gens qui ont un profil équilibré malgré tout, parce que l'enseignement général, il va continuer d'être là, d'être présent. Il ne faut pas être en souffrance non plus vis-à-vis de l'enseignement général. Il faut continuer à aimer un petit peu l'enseignement général. Et puis après, il y a tous nos nouveaux volets, toutes les nouvelles matières dont je parlais tout à l'heure, et puis toute la partie professionnelle qui leur plaît généralement. Mais non, on recherche un profil un peu équilibré, quoi. Pas forcément de très bons élèves, mais des gens qui ont envie, en tout cas, de faire quelque chose chez nous. Oui, merci. On peut peut-être préciser les dates des dossiers. Oui, alors je crois qu'il y a des petites capsules là, que vous allez trouver aussi en ligne sur toute la partie administrative. Et vous avez jusqu'au 16 mars pour pouvoir télécharger et puis renvoyer votre dossier au lycée. Vous avez tout votre temps, évidemment, parce qu'il y a des pièces à fournir, mais vous avez jusqu'au 16 mars. Voilà. Avez-vous d'autres questions? Toujours une main levée ou Non, c'est normal. C'est resté. Ah. Mais oui. Ah. Non, c'est bon. Merci. Très bien. Bonjour. Oui, bonjour. Bonjour. J'aurais voulu savoir si vous aviez autant de demandes d'inscription en RPIP qu'en AMA. Non. Très clairement, il y a une vraie différence parce que beaucoup veulent vraiment beaucoup dessiner. Et le dessin, elle va en poupe. Donc, il y a beaucoup plus de demandes en AMA qu'en RPIP. Ce qui n'empêche pas que vous pouvez faire la demande dans les deux filières, bien sûr. C'est possible. Oui. Ok, très bien. Merci. De rien. Alors, regarde ce que je peux faire. Autre question? Non. Je peux te laisser. C'est moi qui choisis. Avez-vous d'autres questions?
Ce qu'on n'a pas dit peut-être, c'est qu'il y a le même nombre de places dans les deux filières en revanche, c'est-à-dire qu'en bac pro AMA CVPM, communication visuelle plurimédia, il y a 18 places. Et en bac pro RPIP, il y a le même nombre de places, c'est-à-dire 18 places. C'est-à-dire une demi-section, en fait, dans les deux cas. Ce qui est un gros avantage au niveau des pratiques professionnelles, parce qu'on a le temps sur les TP là, qui peuvent durer 6-7 heures, on a le temps de passer à côté de chaque élève. Donc ça, c'est vraiment confortable, les classes de 18. C'est un avantage. Il y a combien de dossiers à peu près reçus par année? En AMA, beaucoup. En RPIP, je ne sais pas. 60. Ouais, 70 peut-être. 60, 70. Ouais. Ok, d'accord. Mais c'est vraiment, voilà, c'est vraiment complètement ouvert. Hein, ne vous dites pas, ça fait peut-être beaucoup. En fait, pas du tout. C'est tout à fait correct et ça ouvre vraiment les portes. Il n'y a pas de souci. C'est homogène comme dossier, quoi. Un peu de tout, quoi. Pardon, je n'ai pas entendu. Homogène comme dossier, il y a un peu de tout type de candidature, c'est ça? Oui, on a un peu tous les profils. On a parfois des réorientations aussi. On a vraiment des dossiers très très différents. Et il n'y a pas de souci. On essaie de mixer les garçons et les filles aussi. Voilà, il y a tout ça qui rentre aussi en ligne de compte. Ok, d'accord. Merci. De rien. Avez-vous d'autres questions? Merci à vous. J'avais une question sur le dossier de candidature. Est-ce qu'il faut fournir un book? Alors un book, pas forcément, c'est peut-être un bien grand mot, mais vous pouvez glisser, oui, quelques photocopies et seulement des photocopies. Vous ne mettez surtout pas les originaux, évidemment. Mais oui, quelques petits travaux variés. S'il y a déjà des choses faites à la maison, oui, c'est possible, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Bon. Là, c'est vrai qu'on ne rencontre pas. D'habitude, nous rencontrons les élèves. Là, évidemment, vu du Covid, ça va être compliqué, mais ça permet aussi d'engager parfois la conversation. Bon, là, ça ne sera pas le cas, mais ça permet de voir un petit peu, oui, des choses, c'est possible. Pas forcément 50 travaux, mais quelques-uns, oui, bien sûr. D'accord. Et à partir de quand les réponses, vous donnez des réponses aux élèves sur les admissions? Alors là, je n'ai pas la date. Ça doit être ça doit être en ligne quelque part sur le site du Pôle des Arts. Généralement, nous rencontrons les élèves, donc c'est évidemment plus tardif. Mais là, je ne sais pas. Je pense, je vais pas dire de bêtises. Je pense que dans le courant du mois de mai, probablement, vous serez au courant. Mais je ne sais pas. Regardez vraiment là en ligne. Ça doit être indiqué quelque part. J'avoue que je n'ai pas la date moi, mais ça doit être noté. Toutes les infos concernant les procédures administratives d'inscription, vous les retrouvez sur les différents liens que vous avez dû recevoir. Oui, ça doit être noté quelque part. Oui. Là-dessus, c'est noté. Ouais. Nous, ce qu'on a, c'est la date butoir concernant les remises de dossiers, là, qui est le 16 mars. Après, sur les délais de réponse, Oui, ça nous échappe un peu ça, parce que nous, on va voir les dossiers en binôme. C'est-à-dire que généralement, on se met avec un prof d'enseignement général, un prof d'enseignement professionnel, et nous regardons vraiment les dossiers. Chacun, on les passe vraiment à la loupe, au crible. Et puis après, c'est plus la secrétaire en fait du lycée qui va vous renvoyer réponse de toute façon. Donc ça, après nous, c'est vrai que c'est plus les dates. Là, je ne connais pas du tout. En tout cas, pas pour le moment. D'accord. Merci. De rien.